Le retour de votre rendez-vous au premier virage, vos questions, les réponses que je tente d'y apporter, et tout ceci depuis le Qatar pour le 17e rendez-vous de la saison. C'est parti. Ilan, les conditions, elles sont simples pour Max Verstappen. Il n'a besoin que de 3 points dans ce week-end ici au Qatar pour être sacré champion du monde. Quel que soit le résultat de son coéquipier, Sergio Pérez, il suffit que Max Verstappen inscrive 3 points. Qu'il les inscrive samedi sur la course sprint ou dimanche durant le Grand Prix, une fois qu'il aura acquis ces 3 points, il sera champion du monde. Au vu évidemment de ses moyennes de points et de ses nombreuses victoires cette saison, ça paraît être un objectif tout à fait atteignable et voire facilement réalisable pour lui. Mais il peut toujours se passer quelque chose. Pour autant, ce tracé de Losail ici au Qatar devrait bien convenir au Red Bull. Et encore une fois, quel que soit le résultat de Sergio Pérez, même si celui-ci gagnait et la sprint et le Grand Prix, 3 points suffiraient à Max Verstappen pour être 3 fois champion du monde de Formule 1. L'arrivée d'une 11e écurie de Formule 1, si tant est que cela se produise, la FIA a donné son feu vert. Il faut maintenant que Liberty Media, le propriétaire de la F1 et donc les écuries de Formule 1, acceptent. Ça, c'est un autre paramètre évidemment extrêmement important. Donc, l'arrivée d'une 11e écurie, même si la FIA a dit oui, elle n'est pas encore acquise pour l'écurie américaine Andretti. Qu'est-ce que cela changerait? Eh bien, en termes comptables, de manière sportive, pas grand-chose. Le barème de points pour l'instant, n'a pas prévu d'évoluer. Il reste le même. Les 10 premiers marquent des points dans les Grands Prix. Les 8 premiers marquent des points lors des courses sprint. Donc, en termes de classement au championnat et d'attribution des points sportivement parlant, ça ne changerait rien à l'arrivée d'une 11e écurie. Ce serait un adversaire supplémentaire pour tous les autres. Là où ça change beaucoup de choses, où ça changerait beaucoup de choses, c'est financièrement parlant. Et c'est pour ça que plusieurs écuries n'ont pas très envie de voir arriver une nouvelle écurie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, Liberty Media redistribue de l'argent à toutes les écuries. Liberty Media gagne de l'argent par eh bien, les chaînes de télévision qui achètent les droits pour diffuser la Formule 1. Liberty gagne de l'argent par les sponsors qui sont au bord de la piste. Et tout cet argent représente une manne financière très importante. Et en partie, Liberty Media redistribue cet argent aux écuries. Vous imaginez bien que le gâteau, divisé en 10 parts ou en 11 parts, bien, il n'a plus la même valeur. Et les autres écuries n'ont pas très envie de cette dilution des revenus. Certaines en tout cas. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, ça tique un petit peu au moment d'une éventuelle arrivée d'une nouvelle équipe. Ah, vous savez, avec Red Bull, tout est toujours question de communication. C'est une entreprise qui a des canettes à vendre. Mais pour autant, sur un plan sportif, l'évocation d'un potentiel retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull en 2025, c'est plus que simplement un coup de communication. C'est une possibilité. Mais ils en ont plusieurs des possibilités chez Red Bull. Ils ont bien sûr leur binôme actuel, Max Verstappen, dont ils n'ont absolument pas l'intention de se séparer et dont le contrat va jusqu'à fin 2028. Ils ont Sergio Pérez, qui lui est clairement sur la sellette, mais qui a encore un an de contrat en 2024. Et donc en 2025, eh bien, plusieurs possibilités. Soit rappeler Daniel Ricciardo, des fois qu'il fasse une excellente saison en 2024 chez AlphaTauri, il deviendrait un candidat logique en 2025 pour Red Bull. Et il le dit, il veut retourner chez Red Bull en 2025. Mais il y a aussi Liam Lawson qui est en train de montrer de très belles choses, qui est tout jeune, qui vit ses premiers Grands Prix et qui lui aussi voudrait pourquoi pas avoir sa chance. Donc en 2025, eh bien, Red Bull aura le choix et parmi ces choix, Daniel Ricciardo, l'expérience de Daniel Ricciardo pourrait être intéressant. Maintenant, il y aura du monde sur le marché, beaucoup de pilotes voudront certainement piloter pour cette écurie en interne chez Red Bull, mais aussi d'autres pilotes, d'autres écuries. On parle un petit peu de Lando Norris, on reparle d'Alexander Albon. Ce sont des pilotes qui en ce moment font parler d'eux et qui évidemment eh bien, rentrent sur une liste assez étroite, assez fermée de quelques pilotes qui pourraient intéresser l'écurie autrichienne, non pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Il est difficile de faire des prédictions sur ce week-end ici au Qatar parce que le format est particulier. Premièrement, les équipes de Formule 1 sont venues ici en 2021, mais pas l'année dernière pour cause de Coupe du Monde. Et il y a 2 ans, ce n'étaient pas les mêmes voitures. Le règlement technique, il a changé l'an dernier. Donc concrètement, c'est la première fois que ces voitures à effet de sol viennent sur la piste du Qatar. Donc ça, c'est un élément important.
Et puis, c'est un week-end au format sprint, donc une seule séance d'essai libre. Et cette seule séance d'essai libre, elle a lieu 2 jours, en plein cagnard, en plein soleil, alors que les autres séances importantes, la course sprint, le Grand Prix, vont avoir lieu de nuit. Donc, ça va évidemment compliquer la tâche des écuries en matière de réglage. C'est pour ça que de répondre à la question de savoir si McLaren peut aussi bien performer qu'à Suzuka, ce n'est pas facile. Mais pour autant, les caractéristiques techniques de ce circuit de Losail affichent des virages rapides, même très rapides. Et il semble que la McLaren ait plutôt bien aimé ce profil de circuit à Suzuka. Donc, si l'on prend les caractéristiques des virages, mais évidemment, je n'ajoute pas les changements de température par rapport à Suzuka, la différence de grip par rapport à l'asphalte qui se trouve au sol. Mais sur le typage de circuit, sur le typage des virages, oui, ce circuit pourrait convenir à McLaren. Ça, c'est la question à $1 million. Qui viendra chercher l'an prochain? Qui viendra marcher sur les plates-bandes de Red Bull? C'est une très bonne question. Toutes les écuries derrière Red Bull aujourd'hui espèrent être l'équipe qui sera en mesure de venir les chercher. Il y a plusieurs dynamiques. Il y a la dynamique McLaren qui a très mal commencé sa saison 2023 et qui finit en trombe avec des évolutions qui, chaque fois qu'elles sont installées sur la voiture, fonctionnent et offrent des vrais gains substantiels à l'écurie McLaren. Donc, ils sont sur une rampe de lancement, un peu façon Space Mountain, et une fois le décollage entamé, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Mais ils ont beaucoup d'espoir, confiance, ils ont une nouvelle soufflerie chez McLaren qui a l'air de donner déjà satisfaction. Donc beaucoup d'outils en place, de très bons pilotes, bien sûr, Norris et Piastri pour les nommer. McLaren pourrait être cette écurie qui viendrait challenger Red Bull. Il y a évidemment l'écurie Ferrari qui, elle, va changer de dynamique l'année prochaine pour ce qui est du concept de sa voiture. Ferrari le dit, on a beaucoup appris ces derniers temps sur notre voiture, depuis Monza finalement, et ça se voit dans les points marqués au championnat. Et dans le même temps, on veut complètement changer notre philosophie de voiture pour l'année prochaine. Donc est-ce que cette voiture qui sera plus une révolution qu'une évolution, aura ce potentiel de développement aussi important que Ferrari l'espère? Eh bien, si la réponse est oui, alors Ferrari sera en mesure de venir se battre avec Red Bull. Et puis, il y a la dynamique Mercedes, qui est une écurie qui, elle aussi, a longtemps insisté dans une voie technique, les fameux zéro ponton, ce n'étaient pas les seuls éléments, mais ça en faisait partie, et qui a fini par délaisser cette solution, et qui donc se reconstruit maintenant une connaissance, une palette de réglages avec une voiture assez différente, et va se servir de cet apprentissage de milieu et deuxième partie de saison 2023 pour essayer de concevoir la meilleure des voitures en 2024. Donc ce sont beaucoup de points d'interrogation, mais honnêtement aujourd'hui, les 3 écuries qui chassent Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes principalement, sont totalement capables, avec différentes philosophies et différentes pentes plus ou moins ascendantes, de venir embêter Red Bull l'an prochain. Alors, les points d'aérodynamique dont parlent parfois les pilotes ou même les ingénieurs, c'est plutôt les ingénieurs d'ailleurs qui s'intéressent à ces points d'aéro, c'est en fait une échelle qu'utilisent les écuries pour mesurer leurs évolutions et l'efficacité de leurs évolutions. Mais l'échelle n'est pas la même selon les écuries. Il se peut que dans une équipe, 10 points d'aéro trouvés sur la voiture, grâce à un nouvel aileron, un nouveau plancher, apportent un 10e au tour. C'est un exemple totalement fictif que je vous donne. Ces 10 mêmes points trouvés dans une autre écurie peuvent valoir 2 dixièmes ou 3 dixièmes. Chacun établit son échelle. Mais concrètement, c'est une façon de mesurer les progrès de la voiture. Plus la voiture génère de l'appui aérodynamique, moins elle génère de traînée, plus cette voiture est dite efficace. Et cette efficacité, ce ratio lié à l'aérodynamique se mesure grâce à cette échelle de points. Et donc, on parle de points aéro. Et lorsqu'un pilote, pendant une course, connaît un problème, un aileron endommagé, régulièrement, on nous dit, quelques jours après la course, que le fond plat endommagé de tel ou tel pilote a coûté 30 points d'aérodynamique au pilote. Il mesure la perte de temps au tour qu'a généré ces dommages ou qu'ont généré ces dommages sur la voiture. C'est une échelle, tout simplement.
Il faut savoir que la venue de Luca De Meo, le grand patron du groupe Renault et donc d'Alpine à Enstone, a bien secoué les branches de l'écurie. Étaient évidemment concernés aussi bien les employés d'Enstone qui conçoivent le châssis que les employés de Viry-Châtillon qui conçoivent le moteur de cette voiture. Le but de Luca De Meo était d'abord, de dire « je crois toujours au projet Alpine ». Il aurait pu dire « j'en ai marre, on ne performe pas suffisamment, on va finir par arrêter ». Non, ce n'est pas ce qu'a dit Luca De Meo. Luca De Meo, il a dit aujourd'hui, je suis malheureux, je suis triste parce que je crois beaucoup en ce projet et pour l'instant, je n'ai pas le retour que j'attendais et j'ai pas l'impression que l'état d'esprit soit au rendez-vous. Donc finalement, c'était une façon pour Luca De Meo de secouer tout le monde, de dire les amis, soit vous vous remettez en question, soit on se remet vraiment au travail, soit ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit de vouloir repartir au combat, vous pouvez partir, vous êtes libre de partir. C'était en substance les mots utilisés par Luca De Meo. C'était un discours de remotivation, de dire aux gens de l'écurie qu'ils croyaient plus que jamais au projet, qu'il n'avait jamais refusé des investissements pour que l'équipe se porte mieux, mais qu'aujourd'hui, il avait besoin de plus de motivation, de plus d'implication, de plus de rapidité d'exécution à tous les niveaux, dans la création des pièces, dans les arrêts au stand, dans les prises de décision. Il veut que Alpine soit une meilleure équipe de Formule 1 qui réagisse plus vite et qui réagisse mieux. Donc voilà, il est allé secouer tout le monde, remotiver tout le monde, mais confirmer aussi qu'il croyait au projet plus que jamais. Évidemment, ces paroles, elles doivent se trouver suivies d'actes. Et ces actes, ce seront certainement de nouvelles personnes qui intégreront cette écurie, qui viendront insuffler des connaissances, de l'expérience, de la motivation. Et tout ceci ne se mesure pas à une échelle en semaines ou en mois, mais probablement en plusieurs saisons. Mais clairement, aujourd'hui, il y a un tournant à marquer au sein de l'écurie Alpine. Et peut-être que ce discours de Luca De Meo au sein de l'équipe sera le point dont on se souviendra en disant, à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, l'équipe s'est vraiment remise en ordre de marche.